Peu à peu, l'eau se retire des marécages du Pantanal, au sud de la forêt. La plaine devient plus sèche. Du haut de son arbre, une famille de jabirus observe les étangs dont la taille se réduit et où les proies se concentrent. C'est la saison d'abondance où il est bon de naître. Grâce aux faveurs de la saison, cette poignée de duvet qui palpite deviendra un jabiru d'1,50 m, doté d'un bec long et lourd et d'une tête chauve. Pour l'instant, les plumes paraissent semées au hasard. Il faudra 1 an pour que le plumage, d'abord terne et irrégulier, gagne son éclat et son implantation définitive. Le mâle, Joao, revient au nid où s'accompagne l'accueil d'un claquement de bec caractéristique. Une pigmentation anormale l'a doté d'un cou rouge sur toute sa longueur. Le sac à air, destiné à gonfler d'importance l'allure de l'oiseau face à ses rivaux, en paraît plus impressionnant. Normalement, le jabiru, qu'il soit mâle ou femelle, n'est orné que d'une bande vermillon à la base du col. La tête et le reste du cou sont noirs. On dit qu'un explorateur français s'exclama en voyant l'oiseau pour la première fois « Quel jabot rouge !» L'expression fut remarquée, passa d'une langue à l'autre et se transforma en jabiru. Plus haut, dans le même arbre, niche une famille d'ibis. Comme le jabiru, l'ibis appartient à la famille des cigognes. L'oiseau au bec noir et cintré veille sur 2 petits qui bataillent sous ses ailes. Ils resteront au nid moins d'1 mois avant de voler, moins longtemps que leurs voisins jabirus, qui ne s'envoleront qu'au bout de 7 à 8 semaines. En cette saison, sur l'Amazone large comme une mer, des piliers d'air et d'eau s'élèvent parfois pour relier le monde des nuages à celui du fleuve. Les tourbillons ondulent avec violence, anaconda géant dressé vers le ciel comme pour le dévorer. Mais les caïmans, surexcités par l'électricité de l'air, s'agitent en tous sens. Et quand le calme semble revenu, le fleuve se trouble soudain, agité par en dessous d'une fureur tapageuse. Rien rend la troupe hystérique. L'éclair blanc d'une aigrette qui prend son envol, ou le grondement du tonnerre qui s'éloigne. calme ne reviendra pas. La journée sera lourde de menaces et de drames.
Depuis un moment, Kaloa sait qu'un étranger s'est placé sur son chemin coutumier. Elle reconnaît son odeur fade qui ressemble à celle de la vase. Elle savait bien qu'elle le rencontrerait, c'est un truc qui vient de l'eau et qui ignore encore à quel point il doit la redouter. Kaloa ne se presse pas. Elle veille simplement à se tenir à l'arrière, de manière à éviter la gueule de sa proie. Yacaré, le caïman, est jeune et malade. Rongé par les poisons du fleuve, paniqué par l'orage, il s'est égaré par hasard sur le territoire des jaguars. Kaloa tente d'entamer sa victime. Elle ronge, grignote et mord, mais en vain. Le caïman espère que son cuir résistera longtemps au croc du prédateur. En attendant, réduit à l'impuissance, il fait le mort. Kaloa lèche Yacaré, réflexe ancestral, pour assouplir la peau d'une proie trop coriace. Puis elle reprend son souffle. Quand Kaloa se fait plus pressante, la stratégie du caïman échoue définitivement. Qu'elle la croie morte ou pas, elle ne laissera pas à sa victime un instant de répit. Alors celle-ci se rebelle. Cette fois, Kaloa s'est assuré une prise solide, à la gorge du caïman. Elle attendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que Yacaré meure par étouffement. Kaloa est encore occupé à tuer quand arrive Zuko, son compagnon, au moment le moins opportun. D'un rugissement, il lui fait comprendre que sa présence n'est pas souhaitée. Le jaguar mâle, soumis, fait mine de vaquer à ses propres occupations. Kaloa peut commencer à dépecer sa proie sans être dérangé. Zuko, envieux, se tient tout près, mais affecte de s'occuper à sa toilette. Soudain, sans raison apparente, Kaloa abandonne sa proie, hésite un instant et s'éloigne. Zuko, qui n'en croit pas ses yeux, se retourne pour vérifier que Kaloa se désintéresse du caïman. Il s'approche alors de la proie pour l'examiner à son tour. Alors que Zuko entreprend, ainsi qu'il en a l'habitude, de déplacer la carcasse pour l'entamer plus loin, Kaloa l'observe d'un air concentré. Zuko emporte vers l'eau le corps du caïman. Alertée et peut-être consciente de sa maladresse, Kaloa sort de son camp à soie et accourt. Le caïman est à peine tombé dans l'eau que Kaloa a déjà sauté, immédiatement suivi de Zuko. Kaloa cherche partout. Elle plonge la tête sous l'eau.
arpente le ruisseau, revient sur ses pas, regarde à droite, regarde à gauche. Rien. Enfin, elle aperçoit une forme sombre sur sa droite. Elle fouille l'eau trouble. Cette ombre entre deux eaux, hélas, ce n'était qu'une feuille morte. Profitant de cet instant de flottement, comme s'il oubliait qu'il faut avant tout retrouver la proie perdue, Zuko tente de s'accoupler à Kaloa. Furieuse, celle-ci le rabroue et passe à l'attaque. Un violent affrontement s'engage alors. Très vite, Zuko se laisse dominer. Faiblesse dont témoignent ses oreilles couchées le long de la tête. Kaloa ne l'estime pas encore assez puni. Elle le maintient sous l'eau, implacablement. Défait, lassé, Zuko remonte la berge et se retire sur la terre ferme. Alors que, distraite par les ébats de son compagnon, elle ne la cherchait plus, Kaloa retrouve enfin la carcasse du caïman. Pour remonter son fardeau, Kaloa cherche en vain une pente en haut de laquelle Zuko ne l'attende pas. Pour ne pas s'attirer l'irritation de sa compagne qui vient de se manifester bruyamment, Zuko fait semblant, comme d'habitude, de s'occuper à autre chose. Se croyant enfin tranquille, Kaloa entreprend de briser la cage thoracique du caïman. Mais Zuko revient dans les parages. Kaloa suspend ses préparatifs de repas pour garder un œil sur lui. Dans une attitude de soumission, Zuko se contente de s'allonger près de la table du banquet. Kaloa peut enfin commencer à se repaître comme il convient à une souveraine de la forêt.
rassasié, Kaloa se lève et s'éloigne. Sans se retourner vers les reliefs de son repas, elle laisse Zuko, semblable à un mendiant qui soupire et quémande, se précipiter sur les restes de ce qui fut jadis un terrible prédateur. Tandis que Kaloa se livre au plaisir intime de la toilette, Zuko, qui ne fait pas la fine bouche, s'invite au deuxième service et plante son croc dans la carcasse déjà bien entamée. Tenté de le surveiller, Kaloa se ravise et s'endort, repu, indifférente aux frasques de son compagnon. Sous le regard de la lune, la forêt s'enveloppe de nuit. Une nuit lourde, profonde et magique. Ce soir, les esprits sont partout, comme si l'un d'eux habitait chaque herbe et chaque goutte d'eau. Xiao le tapir, qui a quitté les siens pour gagner sa liberté, découvre un nouvel univers fait d'odeurs et de goûts inconnus. Sur son corps, au moment du bain, une sangsue a fixé la ventouse qui prolonge sa bouche. Ses mâchoires dentelées ont incisé la peau du tapir. Ayant terminé son repas de sang, l'animal se laisse glisser sur le sol. Son corps, extrêmement musclé, peut s'étirer jusqu'à une longueur de 12 cm. Par une succession d'extensions et de contractions, la sangsue retournera à la rivière où elle demeurera jusqu'à son prochain repas. Xiao est âgé d'environ 3 ans. C'est l'âge où un tapir atteint sa maturité sexuelle. Son pénis, que termine une sorte de corolle, se tend, prêt à s'offrir à une femelle que l'animal n'a pas encore rencontrée. C'est la nuit, disent les Indiens, que s'accomplissent sous le regard de la chouette les sortilèges de la forêt. Un serpent arboricole raye d'un trait rouge le noir des ténèbres. Son œil est fendu d'une pupille verticale, caractéristique des serpents nocturnes. La langue fait d'incessants allers-retours. Elle ramène ainsi dans la bouche des paquets d'odeurs qui seront traités et décodés par un dispositif spécial appelé l'organe de Jacobson, directement relié au cerveau. Beaucoup d'animaux, comme les capybaras, ne se montrent pas moins actifs la nuit que le jour. Le capybara est le plus gros rongeur du monde. Outre les parents, une famille capybara compte généralement 4 ou 5 enfants. Mais ce sont de véritables tribus qui se réunissent la nuit près des zones inondées pour brouter les plantes aquatiques.
Et certains soirs, les capybaras semblent dévorer sur le sol les reflets de la lune. Xao continue d'assouvir son appétit, mais le gouffre est sans fond. Le plus gros animal de la forêt amazonienne passe le plus clair de son temps à manger. Sa faim est longue, irraisonnée et primitive, comme un héritage des temps originels où rien ne pouvait revêtir plus d'importance que la satisfaction des besoins primaires. Que des tapirs se rencontrent en Asie aussi bien qu'en Amérique du Sud est considéré comme une preuve que les terres émergées formaient jadis une plaque unique, le Gondwana. Le Gondwana se fractura en plusieurs continents, ce qui divisa en deux le peuple des tapirs. Ses ancêtres existaient avant les continents. Xao peut bien défier le temps et traverser la nuit. Un caïman est mort aujourd'hui sous le croc d'un jaguar. À l'échelle de la forêt éternelle, l'événement n'a pas plus d'importance que le froissement d'une aile de papillon dans l'air humide de la nuit. Comme hier, comme jadis, comme toujours, indifférents à la disparition de Yacaré, les membres de sa tribu ouvrent leur gueule aux poissons qui veulent bien s'y jeter. Ils ont su barrer le cours d'eau à son point le plus bouillonnant, là où les poissons affolés ne pourront les éviter. Parmi eux, Nez Coupé, le vieux caïman à la gueule amputée n'est pas le plus malhabile, et une sangsue égarée n'empêche pas ses mâchoires de claquer. Dérivant, inerte, entre deux eaux, ce dormeur finira bien par s'éveiller. Autour de lui, la tribu s'active mollement, alanguie sous la lune qui ruisselle. Soudain, les poissons deviennent frénétiques. Ils jaillissent, sautent, dansent, comme atteints d'une confuse ivresse. Mais leur liesse est un suicide. Les caïmans se gavent. Et tous seront repus quand s'achèvera cette nuit de ripaille.